de tâche d'animer cette table ronde qui a été intitulée par Joseph « Tourisme et bien-être ». Trop bas. Il est trop bas. Voilà. Donc, on va procéder en trois temps. Premièrement, on va définir un petit peu rapidement ce que c'est que le tourisme, ce que c'est que le bien-être, et voir le lien entre les deux. Deuxièmement, je vais vous présenter les participants de la table ronde. Et troisièmement, en lançant la discussion et en ayant repris les mots forts que j'ai ressortis de chacun des interviews, on pourra lancer le débat avec vous, parce que je pense que vous êtes à la tête d'établissements qui lancent la formation des jeunes. Les jeunes, on en a besoin. Et il faut que le but de cette table ronde, c'est que vous connaissiez les attentes des professionnels pour pouvoir passer le message auprès de vos jeunes et qu'on soit les plus accueillants et les plus performants pour les touristes de demain. Aujourd'hui, vous savez que le tourisme est la première activité industrielle du monde. Elle est le moteur de nos régions, à plus forte raison ici en région littorale. Elle ne peut que se développer. La population vieillit, le temps libre s'accroît. On a une population qui vient d'au-delà de nos frontières, puisque on a un nouveau mode de consommation des classes moyennes des pays émergents. On a aussi une volonté de nos partenaires institutionnels de valoriser l'attractivité des territoires. On sait aussi que, hélas, ou tant mieux, on le saura dans quelques années, le réchauffement climatique va rendre nos territoires, nous ici, beaucoup plus attrayants, puisque normalement nous allons gagner quelques degrés. Donc il faut anticiper, il faut être prêt. Madame Marcon pourra, elle, parler de ce qui va se passer ou de ce qu'elle pourra anticiper, puisqu'elle n'est pas en bord de mer, ou alors ce sera dans très longtemps et on ne sera plus là. On a aussi la concurrence des nouvelles formes de tourisme. Le tourisme n'est pas uniquement réservé aujourd'hui au littoral. On a le tourisme urbain, on a le tourisme historique, on a le tourisme culinaire, et on en parlera tout à l'heure en clôture de cette table ronde. On a aussi le tourisme écologique. Je pense que même si l'engagement dans le développement durable et l'écolabel a été quelque chose qui était un épiphénomène, ça va devenir la condition sine qua non de développement de nos maisons. Et on voit déjà les clientèles du nord de l'Europe qui viennent sur ces maisons qui ont un véritable engagement authentique, bien loin du greenwashing. La table ronde s'appelle Tourisme et bien-être. Qu'est-ce que c'est le bien-être? Le bien-être aujourd'hui, c'est s'occuper à la fois du corps et de l'esprit. Le corps, on en a toujours entendu parler, et nous aurons des témoins ici qui se sont engagés, vous me rappellerez depuis combien d'années, dans la thalassothérapie, les bienfaits de la mer au service du corps. Mais aujourd'hui, pour un bien-être global, il faut aussi s'intéresser à la prise en charge de l'esprit. Et cet esprit, chacun des maisons va nous dire comment aujourd'hui, effectivement, il s'en occupe pour que ce soit une expérience à renouveler. Et notre but dans nos maisons, c'est de fidéliser. C'est pas faire un one-shot et puis après on va ailleurs. C'est une prise en charge globale qui donne envie aux clients, aux touristes de revenir. La nourriture est au cœur de nos préoccupations et aujourd'hui de nos offres. Elle peut être de santé, elle peut être tout simplement de plaisir, elle doit être consacrée à un effet durable ou simplement à un bien-être du moment. Elle peut remettre en cause totalement l'équilibre, changer nos habitudes, être tournée vers demain, c'est-à-dire qu'on vient vivre une expérience dans un lieu, mais on continue chez soi. Et si on arrive à faire ça, on aura réussi notre métier. On en parlait tout à l'heure avec deux des intervenants. On a aussi la notion de mobilité. On va avoir, je le disais tout à l'heure, une clientèle vieillissante qui a perdu l'habitude de bouger. Donc il faut lui redonner envie de bouger, mais pas par le saut aléastique, par des choses beaucoup plus douces, qui vont être la marche nordique, qui vont être l'aquabike, qui vont être toutes ces nouvelles disciplines qu'il faut qu'on trouve dans nos maisons. Et on en parlait avec M. Marcon. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, c'est vraiment avec des coachs et des professionnels. Donc ça demande une formation adaptée.
Si on pense à l'esprit, on pense aussi culture. Donc c'est pas uniquement s'occuper du bien-être tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est aussi apporter une nourriture de l'esprit. C'est aussi à travers les city breaks ou les packs, on en reparlera tout à l'heure. On a aussi le tourisme de communauté. On vient en famille, on vient avec les enfants, les familles recomposées, on vient avec les grands-parents et les petits-enfants. On est aujourd'hui dans une reconstitution de notre panel de clientèle, et tout ça à travers la notion de tourisme et de bien-être. Et moi, je pense aussi qu'on conclura peut-être tout à l'heure sur cette notion de tourisme de bien-être, puisque vous savez qu'il y a de plus en plus de régions qui communiquent sur du tourisme de destination, et on fait exploser les frontières administratives. On ne va pas parler des futures élections. La nouvelle offre, c'est aussi une offre transversale de tous nos métiers. Et dans nos maisons, on est obligé de mettre en marche tous nos métiers, la restauration, le bien-être, l'esthétique, je dirais le jardinage, les cours de cuisine qui font appel aussi à la notion de transmission, et tout le monde n'est pas capable de le faire, pour que vraiment cette offre soit une vraie réussite. Je vais maintenant vous présenter les intervenants. Je vais commencer par Madame Marcon, qui représente la maison que tout le monde connaît de Saint-Bonnet-le-Froid, et qui cette année ouvre une nouvelle offre, qui est une offre spa. J'ai pu entendre dire qu'un spa n'était jamais rentable. Je peux prouver que ça peut être rentable, surtout si on l'ouvre sur l'extérieur et si on ne se contente pas de la refermer sur l'activité de la maison, entre guillemets, et surtout si on est des vrais professionnels avec des offres qui sont fortes, avec une forte identité territoriale. Je pense que j'ai résumé votre pensée, vous pourrez nous la développer tout à l'heure. À côté, nous avons les représentants du Sofitel de Quiberon, qui s'appelle la Thalasso Sea and Spa. Voilà, et je trouve que c'est important d'ouvrir la Thalasso et le spa et de la mettre ensemble. Votre axe fort, c'est la diététique depuis très longtemps, Monsieur Jarnoux, vous nous expliquerez ceci. Et on a pu converser toutes les deux sur justement l'offre qui est à la fois une offre de curisme, mais aussi de clientèle de week-end et de passage. Un peu compliqué de mixer les deux d'après ce que j'ai compris. Donc comment, là aussi, on communique pour bien capter au maximum ces deux clientèles et leur donner envie de revenir. Monsieur Borla, donc vous représentez les Tourelles, donc Thalasso Pornichet. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé chez vous, c'est cette notion de cocooning, de wellness, de sur-mesure, de suite individualisée, où effectivement c'est la même praticienne de spa qui va s'occuper de la personne pendant tout son soin. Ça aussi, c'est une attente forte. Il faut que aujourd'hui, en Thalasso ou en spa, on ait cette bulle pour un lâcher-prise total. Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on forme aussi les gens à cette prise en charge individuelle? Après, nous avons M. Bastien qui représente le groupe Lucien Barrière. Moi, ce que j'aimerais bien tout à l'heure, c'est que vous nous parliez de tout ce qui est package et comment est-ce qu'il faut les faire évoluer en fonction des saisons, en fonction de l'offre clientèle, et puis ne pas hésiter à se remettre en question par rapport aux expériences et aux retours d'expérience. Et je pense que là, c'est ce qui rend nos maisons vivantes aussi. Parce que si pendant 10 ans, on trouve la même carte, il ne se passe rien. Et la concurrence est très forte. À l'étranger, même si les événements font qu'on a un retour de clientèle, il ne faut pas dormir sur ses lauriers et s'installer sur ses habitudes. Donc je pense que c'est un des points forts du groupe Barrière. Dans toutes vos expériences, ce que j'aimerais bien, c'est de vous parler quelle est l'importance de la cuisine, cuisson, cuisine des herbes, cuisine du goût, cuisine plaisir. Et je pense que ce sera intéressant d'échanger sur leurs différentes pratiques. Et puis après, on aura un ovni, un petit peu là par hasard, et il vous expliquera pourquoi j'ai choisi cette photo en toile de fond de notre conversation de ce matin. Nous sommes en présence de Richard Bosset, qui est chargé culinaire au cœur du voyage à Nantes. Je ne vous en dis pas plus parce que je pense qu'il parlera beaucoup mieux
de tout ça que moi. Et je pense que ça va être une vraie découverte pour vous. Et en tant que chef d'établissement, c'est de faire passer le message aux enfants, pardon, ils n'aiment pas quand je les appelle comme ça, aux étudiants, que nos métiers sont totalement en train d'exploser et qu'il faut qu'ils ouvrent leur esprit pour pouvoir profiter de chaque maison, de chaque expérience et d'être vraiment au service du client parce qu'on est là pour ça. Donc je vais donner la parole à Monsieur Jarnaud. J'aimerais que vous nous parliez de votre expérience. Bonjour à tous, donc je m'appelle Patrick Jarnaud, je suis chef de cuisine de l'hôtel Sofitel diététique de Quiberon, qui fait partie donc, du site de Quiberon où vous avez l'Institut de thalassothérapie, qui a été créé par Louison Gobert en 1964, et de l'autre hôtel qui s'appelle le Sofitel Thalassa, qui lui, donc un hôtel classique avec une cuisine semi-gastronomique. Donc moi je suis diététique depuis 1979 et chef depuis 1985. Donc je suis devenu un spécialiste de la cuisine diététique. Donc diététique au début faisait un petit peu peur. Il y avait un grand précurseur qui était comment dire, Michel Guérard, à Eugénie-les-Bains, et puis il y avait Quiberon et à l'époque Biarritz. Donc on nous comparait à chaque fois. Et, ça n'a pas été facile. J'ai eu la chance de commencer au diététique avec un chef qui s'appelait Patrick Burgère et qui m'a communiqué sa motivation. Nous étions 3 en cuisine, ça ne fonctionnait pas du tout, il y avait tout à créer, les plats étaient insipides, c'était un peu comme, je veux faire de péjoratif, mais c'était un peu comme dans une cantine, et on servait tout dans la même assiette, il n'y avait aucun intérêt culinaire. Donc il a fallu travailler pour mettre en place cette cuisine, créer des sauces, créer des desserts, des cocktails. Donc il y avait tout à faire. Et donc moi je me suis pris au jeu. Donc ça fait 36 ans que j'y suis. Je n'ai pas vu le temps passer. La cuisine de Quiberon donc, est faite à base de produits frais. C'est-à-dire que moi je veux allier la santé et le plaisir. C'est pas du tout frustrant de manger au diététique, bien au contraire. On peut dire que c'est maintenant de la gastronomie. Nous n'utilisons que des produits frais, par exemple nous ne servons que du poisson sauvage, donc ce qui plaît à nos clients parce qu'on est capable de raconter une histoire, l'histoire du pêcheur, la traçabilité du produit, on peut lui dire donc d'où vient, où a poussé le légume, d'où il vient, on travaille avec les saisons. Vous voyez, arrivé l'hiver, moi je ne sers plus de fraises, on ne sert que des légumes de saison, que des fruits de saison pour faire nos compotes. Ça, c'est très très important. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir conjuguer thalassothérapie et diététique. Je trouve que ça fait partie des bienfaits de la cure. On a la chance aussi à Quiberon d'être sur une presqu'île, c'est-à-dire 15 km en mer. C'est un peu comme sur un bateau. C'est un site qui est préservé, qui est resté sauvage. Donc, pour nos clients, c'est aussi un plaisir des promenades, un plaisir du lâcher-prise, un plaisir de se retrouver, de se reposer. Voilà, c'est ça un petit peu l'important de Quiberon. Si on revient à la cuisine donc diététique, vous savez, on nous a demandé dans le concept, c'est de supprimer tout ce qui est corps gras, pas de beurre, pas d'huile, pas de crème dans les sauces, pas de féculents, pas de frais sucre. Alors quand on en parle, ça peut paraître simple, mais quand on se retrouve devant le fourneau, c'est quelquefois plus compliqué. Donc il a fallu mettre des sauces au point, trouver des substituts, utiliser tout ce qui peut donner des saveurs et des parfums au plat, c'est-à-dire les épices, les herbes aromatiques, les algues, je les travaille depuis très très longtemps. Et nous avons aussi la chance maintenant, c'est que dans les écoles hôtelières, ils ont créé une session de l'art de la cuisine allégée. Donc on a la chance de pouvoir transmettre notre savoir à des élèves qui viennent chez nous en stage durant 5 semaines, donc 2 par 2. Moi j'en prends de toutes les écoles. Et ensuite ça permet aussi de recruter, c'est-à-dire de leur montrer ce que l'on fait, l'intérêt de la diététique, comment on peut s'exprimer même à travers cette cuisine, faire plaisir aux gens, et puis ensuite de pouvoir recruter, c'est-à-dire que pour eux, dans les équipes, vous savez, elles se renouvellent sans cesse et ça permet comme ça de recruter des élèves motivés
pour composer sa brigade. Merci beaucoup. Donc je retiendrai moi 2 mots, c'est de la cuisine allégée, mais on garde le plaisir, on est en accord avec les saisons et on valorise le territoire. Tout à fait. Voilà. Et donc à côté de vous, parce que vous êtes un duo, l'un sans l'autre ça ne fonctionne pas. Madame Blanchard, moi ce que j'ai retenu quand on a pu échanger toutes les deux, et que je trouve intéressant pour éclairer les personnes qui sont devant nous, c'est que vous faites bien la différence entre thalasso et spa, hormis la notion de diététique et de pas diététique, et qu'à la limite vous faites la comparaison entre le curatif et la détente. Et ça, je pense que c'est important de bien aller au fond de cette différence. Je pense qu'il est important de dire la thalassothérapie, c'est un métier qui est assez récent. Elle est née il y a à peu près 54 ans. Donc je veux dire, elle est née en 64, Luison Bobet. Petit rappel, Luison Bobet courait, tout le monde sait que c'est un coureur cycliste. 61, un grave accident de voiture. Il a fait sa rééducation à Roscoff dans l'eau de mer. Et c'était aussi, il faisait énormément d'avions, c'était sa passion. Et il survolait, il était sur la région, donc Saint-Malo-le-Grand, et également sur Carnac, il volait, il a vu la presqu'île. Et là, il a dit, il y a des centres de rééducation, effectivement, via l'eau de mer. Et là, je vais créer ce qu'on appelle la thalassothérapie moderne. Et c'est de là qu'à Quiberon, d'ailleurs, il y a toujours ce qu'on appelle, si vous passez à Quiberon de l'extérieur, et surtout, je vous invite à rentrer aussi, il y a toujours le lieu où il a créé, qu'il appelle sa cantine. Et là, vous avez le morceau de saucisson, il a une table où il y a le morceau de saucisson de pâté. Je parle de 64, je parle plus de 73, je vous rassure, chef. Où les gens venaient la journée, faisaient des soins et repartaient, parce qu'il n'y avait pas d'hébergement. L'hébergement a été créé parce qu'il n'y avait pas d'hôtel sur Quiberon pour héberger les Parisiens et la jet set qui venaient, donc d'où l'évolution de Quiberon. C'est comme ça que c'est né. Mais il l'a créé parce qu'il s'est dit l'eau de mer a une vraie vertu. Et là, la thalasso a été créée pour tout le monde. Il y a eu le système sécurité sociale qu'il ne faut pas oublier, où là, il y avait un flux. Quiberon faisait 600 curies jour. Aujourd'hui, on en fait 2 fois moins. On en fait 250, 300. Ce n'est plus remboursé. Donc, du coup, ce n'est plus le même public. C'est devenu un public, effectivement, qui au début a eu les moyens. Ça s'est démocratisé énormément parce que les coûts sont devenus aussi beaucoup plus accessibles au niveau prix. Et là est venu aussi par l'étranger l'ouverture, parce qu'il y a 54 ans, il y avait la thalasso. Le spa, on ne savait pas ce que c'était, ça n'existait pas. Le spa est venu par l'Asie, par ces pays, par rapport aussi à la culture du corps. Et de là, effectivement, la thalasso a énormément chuté quand effectivement il n'y a plus de remboursement sécurité sociale. Donc il a fallu aussi se remettre en question. Parce qu'il faut savoir, dans tout métier, quel qu'il soit, on doit se remettre en question. Les acquis, si on reste dessus, on meurt. Donc de là, effectivement, la thalassothérapie, très médicalisée, couloir blanc et autres, il a fallu séduire. Donc séduire, c'est redécorer, et c'est également la prise en charge. Donc le spa qui est arrivé, qui est le loisir. Donc la différence pour moi, on pourrait échanger nos avis, hein, on fait les mêmes métiers. Le spa est effectivement une détente par rapport à l'environnement, par rapport à un lieu, et qui est, je dirais, consacré dans un temps limite pour une détente immédiate. Immédiate, détente, lâcher prise, les mêmes recours par rapport à la thalasso, mais qui va être dans une durée beaucoup plus courte. La thalassothérapie va être plus longue, et surtout, on va utiliser un élément qui est l'eau de mer. Et l'eau de mer a des bienfaits thérapeutiques, on le sait, par sa composition, par le fait qu'on est dans des bassins à 34 degrés qui détendent musculairement et autres. Donc la différence, c'est que la thalassothérapie, vu qu'il y a l'eau de mer et qui est thérapeutique, va donner un effet plus durable dans le temps, que la thalasso va détendre, va faire un bien-être et autres, mais qui ne va être moins dans le temps. Une thalasso, les clients, je parle des clients parce que c'est eux qui nous disent leur témoignage, puisque scientifiquement, il n'est pas prouvé médicalement qu'il y a des bienfaits, et on souhaiterait effectivement avec l'INSEP, de pouvoir techniquement prouver que la thalasso a des bienfaits. Donc on cherche, parce que c'est important aussi de préserver cela. Et du coup, je perds mon fil. La thalasso, effectivement, et le spa, voilà la grosse différence. Le thérapeutique et le lâcher-prise. Et il y a eu maintenant, pendant très longtemps, on a dit aussi que sur le plan économique, les thalassos créer des spas pour rajeunir la clientèle
et permettent d'avoir, voilà. Donc il y a aussi tout à fait, le fait que la thalasso... différence entre guillemets, ou cette complémentarité. Tout à fait. Aujourd'hui, quand on parle de thalasso aux jeunes, on dit « Oh, ça c'est pour les vieux, c'est pour mes grands-parents ». Voilà, parce qu'on parlait de médical. Dès lors qu'on a la notion médicale, on pense à être malade. Or que non, le médical, et c'est pour ça qu'on a vraiment changé de discours en disant qu'aujourd'hui on est sur la capitalisation de la santé. On parle beaucoup de santé, mais de la prévention, et non plus de vouloir guérir, puisque le rhumatisme et autres, et la thalasso, comme il y a des bienfaits de l'eau de mer, c'est vraiment qu'on est dans la prévention. D'ailleurs, les clients nous disent bien. Alors, effectivement, en 4 ans, on a rajeuni la thalasso de 20 ans. Voilà, ça c'est important. On a rajeuni de 20 ans, en tout cas pour Quiberon, puisqu'on était le premier, donc on a des clients qui reviennent et qui ont 20 ans, 30 ans, 35 ans de thalasso et qui viennent. Et aujourd'hui, on a rajeuni en 4 ans de 20 ans de la population, ce qui est énorme. Et ce qui est important. Et on a pu ramener cette clientèle justement via le côté spaisation, donc la prise en charge, plus d'attention. Moi, on a effacé le côté médical et de prendre en soin la personne dans sa globalité et non pas dans son mal. Donc, comme vous disiez, l'esprit, le bonjour, l'installation, la serviette chaude, le baignoire chaud, plein de petits détails, l'écoute, plein de petits détails qui fait vraiment la différence. Qu'avant, vous rentrez, on vous mettait dans un bain, vous ressortiez. Ça, c'est terminé. C'est bonjour, c'est la prise en charge, qu'est-ce que vous avez, l'échange et autres. Parce qu'effectivement, comme vous disiez, l'esprit, les gens ont besoin de parler. On n'est pas sur plus le côté thérapeutique, on est sur le côté de prise en charge. Et ça, c'est important. C'est la grande différence. Avant, on soignait. Aujourd'hui, on accompagne, on donne du plaisir. Et ça, c'est important par plein de petits codes. Mais je laisse. Je crois que vous faites très bien le lien avec... au cocooning. Avec Monsieur Borla des Tourelles. Parce que moi, ce que j'ai retenu quand on s'est parlé au téléphone tous les deux, c'était votre côté justement cocooning, wellness, même si je n'aime pas trop l'anglicisme. Mais surtout l'accompagnement, la personnalisation, le sur-mesure et la prise en charge vraiment de vos clients qui ne sont plus des patients comme vous aurez pu avoir dans la thalasso. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre expérience d'aujourd'hui? Tout à fait. Parce que c'est aujourd'hui en plus, c'est vraiment... Au préalable, je voudrais simplement faire un petit rappel de qui nous sommes. Donc effectivement, Emmanuel Borla, je suis le directeur général du Château des Tourelles, qui appartient à un groupe familial qui s'appelle la Maison Philippot, qui aujourd'hui exploite et développe 5 hôtels thalassothérapie en France et un à l'étranger en Turquie. C'est marrant parce que ce que vous avez dit, je le partage totalement. Et alors il y a une particularité que vous ne savez peut-être pas, mais Monsieur Philippot, père, qui est le fondateur du groupe, était un ami de Louison Bobet et il lui vendait les baignoires. Mais je vous parle de ça il y a 50 ans. Alors je vais juste faire une petite parenthèse. Louison Bobet, qui était né juste à côté de Rennes, venait jouer au ping-pong dans mon grand salon. Donc finalement, on se retrouve tous là aujourd'hui. Donc ça, c'était la petite anecdote. Et Louison Bobet a donné l'envie à M. Philippot de créer de la thalassothérapie. Ça, c'était il y a effectivement plus de 50 ans. Plus près d'aujourd'hui, il y a maintenant 4-5 ans, Jean-Pascal Philippot, qui est le fils du fondateur, qui a repris la présidence du groupe, avait bien anticipé tout ce dont vous venez de parler et s'est dit, la thalassothérapie de demain, c'est quoi? Le thérapeutique, oui, mais je crois que la priorité aujourd'hui, c'est la prévention santé, et vous en avez parlé, et la prévention santé, à notre niveau, c'est quoi? C'est le bien-être. Donc, comment faire de la thalassothérapie, que ce soit plus médical, parce que la thalassothérapie, il y a encore peu de temps, on nous disait clairement que pour que ça ait des vertus, il fallait minimum 20 soins, voire 24 soins. 24 soins, c'est une semaine, c'est-à-dire si vous venez moins de 6 jours, ça n'a aucun effet. En tout cas, au niveau thérapeutique, tout ça, ça a été démenti, bref. Nous, on s'est axé avant tout sur la prévention santé. Pour ça, on a souhaité, on a développé un concept d'hôtellerie de thalasso différent de ce qu'on peut voir partout en France, parce que nous avons créé une thalassothérapie individualisée, totalement individualisée. C'est-à-dire que ce n'est pas un grand centre, mais c'est 17 suites de thalassothérapie. Dans chaque suite de thalasso,
on va retrouver les éléments de base de la thalassothérapie. Alors je ne vais pas tous vous les détailler, mais il y a 4 éléments forts, et ces 4 éléments, on va les retrouver au même endroit. Ce qui a changé fondamentalement par rapport aux autres thalassos, c'est-à-dire qu'on ne sort plus d'une cabine pour aller dans une autre cabine, pour aller vers un autre soin, et ainsi de suite. Alors quand dans une thalasso classique, c'est 4 soins par jour, donc 4 fois dans la même journée ou dans la même demi-journée, il faut changer d'endroit, avec des temps d'attente, on s'est dit, où est véritablement la relaxation et comment on peut améliorer demain le lâcher-prise et le bien-être. C'est comme ça qu'on a développé ce concept qui est en exploitation aujourd'hui dans notre établissement et également en Turquie. Et ce sera la tendance sur toutes les nouvelles thalassos que nous ouvrirons aujourd'hui. Le client est totalement pris en charge. Alors, vous parlez effectivement d'un mot anglais, mais c'est pour s'internationaliser que l'on parle de wellness, mais finalement wellness c'est du bien-être. Le bien-être, on le prend à la porte d'entrée du château, à l'arrivée et jusqu'à son départ. Et dans chaque partie, et dans chaque parcours du client, on va y intégrer du bien-être. Le bien-être, effectivement, en thalasso, c'est de la personnalisation. On a développé un programme particulier qui commence avant l'arrivée du client par un questionnaire médical qui nous permet de comprendre quel est le fonctionnement de la personne avant qu'elle arrive. Ça nous donne une thématique et les soins et l'ensemble, que ce soit au niveau des soins ou que ce soit au niveau alimentaire, le programme va être adapté à la personne individuelle. Par rapport, en l'occurrence, à tous les maux que l'on peut rencontrer aujourd'hui, et il y en a 2 programmes phares chez nous aujourd'hui, c'est le stress-sommeil, c'est une des maladies du siècle, on ne dort plus, et la minceur et le métabolisme, le fonctionnement de notre corps. Et on a accès beaucoup là-dessus. Et du coup, chaque client qui vient en thalassothérapie chez nous a un programme qui est totalement personnalisé. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il est pris en charge par une seule et même personne pendant toute la durée de ses soins, qui ne les quitte pas et qui reste entre 1 et 2 heures dans le même espace avec cette personne. Ça commence par un lâcher-prise, effectivement, par une prise en charge, pas dire psychologique parce que c'est un peu trop poussé, mais véritablement un lâcher-prise profond avant de commencer les soins. On ne prend pas les gens, on ne les met pas dans une baignoire, on fait exactement ce que vous avez dit, donc on les met en condition. Alors on parle aujourd'hui de respirologie, de sophrologie, donc c'est toutes ces et c'est tout ce qui était fait en Asie et autres, et que nous on avait par pudeur pas envie d'appeler ou d'utiliser parce qu'on touche trop le corps, ou on va peut-être un peu trop loin dans l'esprit, et qu'aujourd'hui on peut se dire qu'il n'y a que comme ça que l'on va avoir du lâcher-prise et aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire. Et ça, je pense que, moi je suis un peu attentif à la formation, et ça c'est très compliqué aujourd'hui de faire comprendre à des jeunes qui sont rentrés quelquefois dans nos maisons par l'esthétique qu'il faut aller jusque-là et qu'il faut prendre le temps d'écouter le client qui est sous leurs mains sans pour cela faire quelque chose. Et ça, on a, je crois, un gros travail pour faire passer ce message-là auprès de nos collaborateurs en disant que donner du temps, c'est donner justement, entre guillemets, la possibilité aux clients qu'on a dans nos maisons du lâcher-prise. Et ce n'est pas forcément la technique qui est la plus importante, il y a le savoir-être qui est très important. Et ce serait bien qu'on réussisse à avoir des formations, n'est-ce pas, monsieur Légal, qui apprennent ça à nos jeunes, parce que c'est que comme ça qu'on les fidélisera et qu'on leur donnera envie de venir. Et ce n'est pas dans notre culture à nous. Donc si on a la chance de pouvoir recruter des Asiatiques, on n'a rien à leur expliquer, mais avec les jeunes Français aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Oui, tout à fait. Pas du tout, pas du tout. C'est pas inné, ça s'apprend, et donc il faut l'apprendre en douceur parce que ça révolutionne tellement nos pratiques et nos habitudes que c'est quelquefois un peu déroutant. Parfait. Madame Barton, pouvez-vous nous raconter votre aventure? Donc pour moi, il y a 2 choses, c'est le spa. C'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui dis. Non. Votre aventure spa et le choix de vos gammes cosmétiques. Il ne marche plus? Normalement, c'est bon? Voilà. Alors nous, on est complètement atypique parce que d'abord, on n'a pas d'eau de mer. On est à 1200 mètres d'altitude en Haute-Loire.
dans la forêt, dans la nature. Donc l'ouverture de ce spa, c'est un peu un pari fou qu'on n'a pas fait tout seul parce qu'on est aidé par les collectivités locales. En fait, il y a 2 tiers collectivités locales et 1 tiers privé que nous sommes. Et donc, cette offre vient en complément de ce qui se fait déjà sur Saint-Bonnet, c'est-à-dire la gastronomie. Parce que Saint-Bonnet, c'est un village gastronomique par excellence avec au moins 7 restaurants, 4 ou 5 hôtels pour 220 habitants. Voilà, on a un petit peu un village gaulois, mais on essaye de faire bien les choses. Et donc cette offre spa vient en complément pour essayer de fidéliser les gens, de les faire rester un peu plus longtemps. Et le lâcher-prise, nous, on va le trouver par les balades botaniques, par la marche nordique, par plein d'activités complètement nature. Après, c'est relayé par la cuisine aussi, puisque le centre est axé sur la nutrition, la santé et l'équilibre alimentaire. Donc pour ça, on compte sur Régis, c'est lui qui va, je pense, animer. On n'a pas de recul, hein, parce qu'on vient juste d'ouvrir depuis le 19 octobre. Donc après, on va mettre en place des stages de cuisine équilibrés, plein de choses qui font que les gens auront plaisir à rester. On ne mise pas sur une semaine, parce que c'est vraiment un petit village, il n'y a pas énormément d'activités, mais sur 2-3 jours, voire voilà. On pense que ça va pouvoir se faire comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas de recul, on démarre. La seule chose qu'on peut dire déjà, c'est qu'on a des week-ends très très forts, donc des samedis, des dimanches et même des vendredis soirs complets partout, et que la clientèle se partage entre la clientèle des hôtels pour 50% et 50% de clientèle locale qui vient profiter des installations. Ça, je trouve ça très intéressant, c'est effectivement la répartition clientèle hôtelière, clientèle locale, et qui va pouvoir permettre d'avoir un équilibre et que le modèle économique sera viable. Ce que je trouve très intéressant, et on en reparlera tout à l'heure avec le voyage à Nantes, c'est à partir du moment où vous créez une offre nouvelle, il faut qu'elle soit totalement en adéquation avec le lieu où elle est créée. Alors premièrement, support des collectivités locales, et vous me racontiez que si jamais cet hiver les collectivités locales ne déneigent pas les routes, eh bien, il n'y aura personne. Donc là aussi, il faut que l'initiative privée soit vraiment relayée par l'initiative locale et que tout le monde soit gagnant-gagnant. Donc on ne peut pas tout prendre, nous, en tant qu'individuel, c'est pas possible. Donc ça, c'est un pari que vous faites. Le seul point noir, c'est ça, parce qu'à 1200 mètres d'altitude, on peut avoir tempête de neige en 2 heures, 12 bouches. Et comme on est au bout du département, mais ça va s'arranger, puisqu'on va devenir la même région. Au bout du département, on a un peu les oubliés de la Haute-Loire, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de sel pour nous, ça fait du bien à nos voitures en même temps, mais il faut au moins qu'on puisse nous mettre de la pouzzolane et au moins passer une lame pour ouvrir la route, hein, tout bêtement. Hein. On n'a pas le déneigement des stations des Alpes. Ouais, je trouve ça très intéressant de voir comment une organisation du territoire peut favoriser ou défavoriser une nouvelle activité touristique, puisque hélas, on sait qu'en France, l'industrialisation diminue et qu'aujourd'hui, si notre industrie du tourisme ne fait pas vivre certains départements, on sait très bien qu'il y aura quelques catastrophes économiques. Le vrai problème, ça va être ça, parce que les structures, on les a, le personnel, on l'a à l'année, tout le monde est prêt à jouer le jeu, mais si on ne peut pas accéder, ça va être le... Bon, on va faire ce qu'il faut, hein, on va les bombarder de lettres. Je vous fais confiance, je vous connais assez, ça m'inquiète pas. Je pense qu'on ne va pas les laisser tranquilles jusqu'à ce que... Voilà. L'autre chose qui m'a intéressée, c'est le choix de la gamme cosmétique, vegan cosmétique. Vous avez choisi Sotis parce qu'ils sont implantés dans la région. Corrèze. Voilà, en Corrèze, donc ça je trouve ça intéressant. Vous savez, comme moi, dans mon spa, c'est la pomme, donc on en a parlé assez longuement tous les deux. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de mettre ça en avant et de pas aller chercher des ingrédients au bout du monde. Deuxième chose, vos herbes qui sont dans le sauna, elles vont venir d'où? On ne m'avait pas dit. Alors elles sont du jardin, hein, tout simplement. Hein, voilà. Et on a un projet de petits parcours donc pour amener les clients, puisque le centre n'est pas attenant à nos hôtels, hein, il faut sortir. Et donc on va créer un petit parcours ludique avec justement une culture des herbes, puisque le spa propose à chaque fois des tisanes. Avec les herbes du jardin. Avec les herbes du jardin, la sauge, la menthe, la verveine, enfin tout ce qu'on va essayer de faire pousser chez nous. Très bien. Et deuxième chose, toujours en lien avec le voyage à Nantes,
Je pense qu'effectivement, le client qui vient, mais dans toutes nos maisons, il a besoin d'être nourri intellectuellement. Donc la notion de cours de cuisine, et je pense que vous le faites aussi, on n'en a pas parlé dans les autres maisons, c'est que c'est bien si on leur donne, si on les nourrit quand ils sont là, mais il faut qu'ils changent leurs habitudes pour pouvoir continuer à bien se nourrir à l'extérieur et que l'expérience qu'ils ont vécue dans vos maisons, ils puissent la dupliquer en famille, auprès d'eux-mêmes, auprès de leurs enfants et tout. Donc effectivement. Et ils ont besoin de comprendre et de se l'approprier. Et donc je pense que Régis travaille beaucoup sur ce sujet-là avec les cours de cuisine et que vous allez sans doute les développer encore plus avec cette notion de nutrition et de bien-être. Les cours de cuisine, ça fait plus de 30 ans que Régis en fait. Donc au départ, on commençait par des semaines complètes. On s'est vite aperçu que c'était trop compliqué. Donc là, on est sur des 2 jours, même sur des journées seules. Mais on a une clientèle fidèle qui revient. Là, on va les amener tout doucement à manger un peu plus équilibré, un peu plus sain. Et la même question à travers les cours de cuisine que celle que j'ai posée au niveau du spa et de la thalasso. Est-ce que vous n'avez pas la sensation que la clientèle se rajeunit énormément? Ah oui, si, là, voilà. Avec le spa, on voit bien que les week-ends, c'est... Voilà. Et pour les cours de cuisine, la même curiosité. Pareil, voilà. Pareil. Donc ça, je pense que c'est aussi un des grands phénomènes aujourd'hui, très lié au bien-être et au tourisme de bien-être, parce que je pense qu'il faut mieux mettre le tourisme de bien-être que le tourisme et bien-être. On a cet rajeunissement et la curiosité de la tranche d'âge qui est en dessous des 40 ans. Oui, puis on a J'ai le malheur de dire qu'on a une génération perdue entre les 40 et les 50, on n'a pas vraiment compris tout ce qu'on faisait. Parce que c'était pas encore dans les pratiques. Mais qu'on a la chance de pouvoir capitaliser aujourd'hui sur une génération curieuse en dessous des 40 ans et qui nous permet d'avancer dans nos métiers. Puis par le biais des bons cadeaux, de toutes les offres qu'on peut faire, il y a une offre attractive qui est bien, donc les gens se jettent dessus. Hein. Oui. Et puis ça fait un cadeau sympathique, ça fait... On voit que ça change, quoi. Nos jeunes ne consomment pas de la même façon que nous. Ouais. On va passer maintenant au couple Lucien Barrière. Bonjour. Voilà. Donc moi, ce qui m'a intéressé dans la conversation qu'on a eue, c'était la mise en avant assez forte que vous faites des packages. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Tout à fait, oui. Et expliquer qui vous êtes, et ce que vous faites et où vous êtes. Oui, déjà, le groupe Barrière, donc c'est le premier métier du groupe, c'est avant tout le casino. Et ensuite l'hôtellerie, la restauration. Et le groupe a souhaité, il y a 25-30 ans, développer toute la partie spa et thalasso. Donc aujourd'hui, avec 3 spas dans le groupe, dont un très récent à Ribeauvillé, dans l'est de la France. Également le Spark à Enghien-les-Bains, qui est au milieu de 2 hôtels 4 étoiles. Le spa du Fouquet's Paris. Et ensuite la thalassothérapie de la Baule. Donc étant basé à la Baule, je vais plus vous parler de l'activité bauloise. Aujourd'hui, donc la difficulté, c'est qu'une thalasso, ça coûte énormément. Donc il faut créer du package de façon à faire vivre tous les éléments qui gravitent autour de la thalasso. Donc l'hôtellerie, la restauration et la thalasso et les soins. Donc aujourd'hui, on a des soins qui marchent très fort depuis toujours, qui sont les soins bien-être, la cure amaigrissante, le sevrage tabagique, tout ce qui est, je dirais, la préoccupation du quotidien de nos clients. Et puis ensuite, comme vous le disiez à juste titre, Mme Réjean, on doit se réinventer. On doit innover avec des cures. Donc on se réinvente tous les ans. Tous les ans, on cherche de nouvelles cures. On travaille donc avec Talgo pour être très attrayant et avoir une proposition commerciale innovante. Notamment, on a créé une cure Technec qui prévient le burn-out, qui aujourd'hui est presque considérée comme une maladie remboursée par la sécurité sociale, j'ai envie de dire. Donc on travaille beaucoup sur l'innovation dans nos cures, et même si bien sûr aujourd'hui ce que souhaitent les clients, c'est vraiment la cure maman bébé. Donc pour revenir au rajeunissement de la clientèle, il y a un rajeunissement de la clientèle thalasso grâce notamment à ces cures maman bébé.
et aussi grâce à tout ce qui est amaigrissement, amaigrissement diététique, enfin bien-être. Et donc tout ça sont au centre des préoccupations de nos clients. Donc nous, le package Thalasso, hébergement, restauration, au niveau de la Thalasso, donc le client arrive, vous avez dans tous nos packages, il y a un entretien avec la diététicienne, la visite médicale avec le docteur du centre de thalassothérapie. Les cours de cuisine sont systématiquement inclus dans nos packages. Et sur le Royal à la Baule, la difficulté qu'on a eue quand on a rénové le Royal cette année, c'est qu'on a créé une brasserie Fouquet's avec le chef Pierre Gagnère et notre chef président Michael Amis, qui est très porté sur la diététique. Donc ont dû travailler ensemble pour avoir ce positionnement brasserie de luxe avec un chef étoilé qui ne veut surtout pas donner l'image de restaurant étoilé à la brasserie Fouquet's, et puis notre chef résident Michael Amis qui a dû travailler avec lui pour amener toute cette partie diététique. Donc je parle de diététique, mais je ne devrais pas en parler car aujourd'hui, dans la restauration, on a banni le mot diététique de nos offres. Oui, j'ai retenu votre formule et je suis sûre que les autres chefs font la même chose, mais j'ai bien aimé votre formule, une cuisine du goût. C'est une cuisine du goût. Et voilà, moi je la trouve, déjà, elle donne envie et voilà. Une cuisine du goût et surtout une cuisine bien-être. Donc aujourd'hui, comme vous disiez, juste au titre, on va dans la recherche de saveurs, dans le produit frais. C'est vrai qu'on a la chance, comme à Quiberon ou à la Baule, d'avoir un vivier de producteurs et de poissons, notamment de produits frais, qui est superbe, qui est vrai atout pour la Thalasso et pour notre clientèle Thalasso, de façon à faire vivre, à expliquer, à travailler et à faire vivre ce produit. Donc on parle de bien-être. On propose aujourd'hui des menus à 500 kcal par repas, donc avec entrée, plat, dessert dans cette formule, et bien sûr une sensation. L'objectif est qu'aujourd'hui le client n'ait plus la sensation de faim après son repas. Donc ça passe par le produit frais, la recherche de saveurs, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, mais aussi bannir tout corps gras et aller chercher des méthodes de cuisson et le travail des méthodes de cuisson nouvelles de façon à ce qu'on n'ait pas simplement un produit simplement travaillé au fond de l'assiette. Il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, mais chez vous aussi. C'est tout simplement, aujourd'hui, si on veut du frais lâcher prise, on en parlera tout à l'heure, il faut du plaisir. Quand vous me dites un menu 500 calories, moi je suis désolée, j'ai besoin de perdre des kilos, j'ai pas envie d'y aller. Donc quel support, comment est-ce que vous communiquez sans qu'il y ait la notion de privation qui l'emporte sur la notion de plaisir? Je pense que vous pourrez répondre aussi à la même chose. C'est justement le challenge. Voilà. Le challenge, c'est de procurer du plaisir à nos clients. Donc là, on est surtout tourné vers la cure amaigrissante. Oui, quand je parle de ça, ils sont dedans, on est d'accord. Mais il ne faut pas quand même tous les matins qu'on leur fasse une piqûre en disant vous êtes là pour maigrir. Comment vous réussissez à les embarquer dans l'aventure de la cure amincissante sans que ce soit une privation toute la journée? Bien, tout simplement, on personnalise un maximum l'entretien avec le client. C'est-à-dire qu'il y a un suivi diététique qui est quotidien. La diététicienne participe au repas des clients. Donc attention, elle n'est pas omniprésente. Oui, vous ne lui en parlez pas tous les 5 minutes. Voilà, non, absolument. Mais il y a un petit conseil de début de repas, etc. Et puis à ce moment-là, on échange sur le produit. Il y a le chef aussi qui les reçoit pendant les cours de cuisine. Donc ça leur permet d'échanger et de dire vers quel produit ils doivent se diriger, etc. Donc aujourd'hui, tout simplement, on indique sur nos menus le nombre de kilocalories de chaque plat. D'accord. Et donc c'est quand même bien présent. C'est très présent, oui.
Et c'est indispensable pour qu'ils se sentent impliqués ou est-ce que c'est... C'est indispensable pour qu'ils se sentent impliqués. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, le client, bon, on va pas le... C'est lui donner du plaisir avec de nouvelles techniques de cuisine. Donc c'est pour ça qu'on bannit diététique, parce que le diététique, ça peut, justement, on revient à ce que vous disiez en préambule, c'est que le diététique fait peur, le client, là, il n'a plus envie d'y aller. Avec du bien-être, avec le travail du produit, le travail des cuissons, le produit frais, les arômes, avec toutes ces choses, le client il a envie d'y aller. Après, notre job, notre challenge, c'est de le convaincre aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il ressorte... Monsieur Jarno, comment vous communiquez chez vous pour que ce soit le plaisir avant l'activation? Il ne marche pas? Donc, écoutez, je pense que c'est fini. Vous savez, moi, il y a 30 ans, je suis à Quiberon et faire de la diététique à cette époque-là était vraiment difficile. C'est une démarche très particulière. Il fallait vraiment envie de suivre ce régime. On retrouvait nos clients à la crêperie ou chez le marchand de Quigneman. Et bien sûr, les habitants de Quiberon étaient contents de nous le faire remarquer. Donc, oui, on a beaucoup évolué sur ce côté-là parce que, vous voyez, j'ai pas un seul client maintenant qui me dit chef, j'ai faim, oui, chacun mange à satiété. Oui, on parle très peu de calories, ou ils peuvent en parler éventuellement avec l'équipe de diététicienne, mais le régime c'est du sur-mesure. Le régime est mis en place pour chacun de nos clients. Quand le client arrive à l'hôtel, il y a une enquête alimentaire, donc le client voit le médecin nutritionniste, mais ensuite une équipe de 4 diététiciennes. Suite à cela, donc, il y a un régime qui est mis en place. Suite à ce régime, les diététiciennes passent au restaurant et c'est elles qui prennent les commandes auprès du client la veille pour le lendemain. Chez nous, il y a un menu différent, déjeuner, dîner, et aussi pour donner de la souplesse au régime, pour les gens qui n'aiment pas telle ou telle chose, on propose 2 autres entrées, une autre viande, un autre poisson, 2 autres légumes, vous voyez, la possibilité de changer pour un autre dessert, si bien que le sentiment de frustration disparaît. Pour les clients aussi, on parlait de faim, pour les clients qui font du sport, qui ont une activité sportive, ou même la cure de thalassothérapie qui demande certaines fois de l'énergie, pour ces clients, avec l'accord de la diététicienne, nous proposons au déjeuner des céréales ou des féculents. Voilà, ce qui donne des sucres lents et qui compense un peu, donc qui évite peut-être l'hypoglycémie. Très bien. Je vous pose une question et puis... si vous pouvez répondre un petit peu ensemble et après on posera quelques questions avant de revenir sur le voyage à Nantes. Est-ce que vous estimez qu'il y a vraiment un tourisme de bien-être et quel est l'impact que vous avez sur le territoire par rapport à cette forme de tourisme? Oui, parce que, bon, tout d'abord, vous savez, les gens sont de plus en plus intéressés par le côté culinaire. Le côté produit, le côté découverte. Et donc, ce mot découverte a toute son importance parce qu'on peut découvrir une région, bien sûr, à travers son paysage, mais aussi à travers ses produits. D'ailleurs, et ses producteurs. Et ses producteurs, d'ailleurs, je vais vous l'expliquer. À Quiberon, on a, dans la zone artisanale, ils ont créé ce qu'on appelle le quai des saveurs. Le quai, vous pensez au port. Hein. Bien sûr. Donc, vous retrouvez tous les artisans de Quiberon, aussi bien la personne qui fabrique les niches et le bonbon fétiche de Quiberon, mais qui fait aussi des caramels ou des gâteaux au caramel. De l'autre côté, et aussi avec la possibilité de visiter. Oui, donc ils ont créé la boutique, ils ont regardé par exemple la porte de l'établissement depuis sa création, ils ont fait toute une mise en scène comme ça avec un cinéma où ils vous passent des films. Et de l'autre côté de la rue, vous avez l'usine La Belle-Éloise, qui est donc une usine de conserve, qui elle aussi a son musée. Donc vous visitez, vous avez tous ces produits artisanaux. Et en face, vous avez aussi, comment dirais-je, les poissons fumés. Vous avez les poissons fumés, donc vous pouvez aussi visiter, donc vous avez le circuit, comment sont fabriqués ces produits, comment ils sont traités. Et aussi un confiturier qui s'appelle la Cour d'Orgel. Et dans vos maisons, est-ce que vous avez justement, alors dire des flyers, est-ce que votre personnel est formé à la connaissance du patrimoine périphérique pour pouvoir conseiller les gens sur l'après-midi après soins ou est-ce que c'est eux qui vont aller à la découverte? Non.
nous guidons nos clients, c'est-à-dire que les clients sont aussi curieux, posent aussi des questions, mais on est tous à même de répondre. Parce que vous savez, à Quiberon, donc c'est 15 km en mer, les gens qui y travaillent connaissent très très bien la région et tout ce qui s'y passe. Oui. Donc ils sont à même de répondre facilement. Madame Marcon, c'est la même chose aussi, que vous incitez vos touristes à sortir du village ou Oui, dans chaque chambre, il y a il y a des documents qui donnent les activités, puis à la réception, bien sûr, on peut les guider sur une après-midi s'il pleut pour aller dans tel ou tel endroit, les musées, les expos, oui, bien sûr. Mais en plus, ça fait partie de... On connaît notre territoire et on essaye de le faire découvrir. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, dans justement nos cures bien-être à Maigrissantes, en fin de séjour, ce qui est proposé à nos clients, c'est de les emmener sur le marché, donc sur le marché de la Baule. On rencontre les producteurs, on rencontre... alors voilà, vous avez pris les huîtres, cette semaine vous avez mangé les huîtres de Madame Cham, pour ne pas la citer, du poissonnier briouat, voilà, tout ça qui se présente sur le marché, ils voient le produit, voilà. Et je reviens encore au vivier de produits qu'on a ici, enfin sur toute la côte atlantique. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un patrimoine gastronomique très, très fort, d'excellents produits. Et donc c'est très important que nos clients puissent les découvrir. Donc je pense que c'est important de faire comprendre aux institutions qu'on est tous des pôles de dynamique du territoire et qu'on n'est pas simplement pour notre petit fonctionnement interne, mais qu'on détaille. Et je pense qu'il y a plein d'élus qui ne s'en rendent pas vraiment compte. Avant de vous donner la parole, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. N'ayez pas peur. Bonjour, Gilles Hulou, lycée Jeanne d'Arc Saint-Yves-Pontivy dans le Morbihan. On connaît bien quelques-unes des maisons qui sont présentes, puisque nous disposons d'une formation, effectivement, mention complémentaire art de la cuisine allégée. Alors moi j'ai envie de dire, je suis très heureux effectivement de disposer dans l'établissement de cette mention complémentaire art de la cuisine allégée, mais j'aimerais bien que les choses évoluent, parce que ce que dit Thierry Gallet, l'enseignant qui a en charge cette formation, c'est qu'il a un peu l'impression, lorsqu'il reçoit les élèves, finalement de leur dire écoutez, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent en bac pro, il va falloir l'oublier pour partir sur de nouvelles bases, de nouvelles approches. Or, je pense que dans les années à venir, on a véritablement intérêt à faire évoluer les pratiques pour qu'il y ait un minimum de bases qui concerne effectivement cette approche pédagogique d'une cuisine allégée en graisse, etc., et que ça puisse faire partie de la formation, parce qu'effectivement on parle de bien-être, on parle de santé, etc. Et il y a un enjeu fondamental, je crois, pour les générations à venir. Donc aujourd'hui, il y aura des choses à faire dès maintenant, je pense, pour faire passer le message que nos référentiels pédagogiques, ils auront intérêt à évoluer. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Alors, une réaction, c'est effectivement de voir que dans nos maisons, on va vers le produit et dans les écoles, on y va moins. Et quelquefois, les jeunes se trouvent un peu perdus entre ce qu'ils vont appeler en entreprise et ce qui fait partie du référentiel et du quotidien. La restauration, on peut dire diététique, hein. Quand même, le mot diététique à la base, c'est l'art du plaisir, hein. La vraie définition. Ce n'est pas la carotte, le petit pois qui se bagarre. Donc la vraie définition du mot diététique, il faut savoir que c'est l'art du plaisir. Donc après, effectivement, regardons pas, on peut parler effectivement de la gastronomie. Alors je suis désolée d'intervenir, mais j'ai un pur background hôtelier. La passion du client, c'est pour ça que j'ai fait cursus hôtelier, cuisine, restauration, service, diriger des établissements. Et aujourd'hui, je suis directrice, alors je suis désolée, juste une parenthèse, je suis directrice de la Thalasso. Et vous allez me dire, une hôtelière qui est directrice de la Thalasso, on parle de médical et autres. Écoutez, par rapport à mon cursus, que je ne vous parlerai pas, parce que c'est pas ça l'important, ce que je voulais dire là est relié vraiment, parce que vous êtes aussi des personnes qui sont passionnées par le métier, par la bouche, par le service. Pour
moi, la thalasso était vraiment la finalité de la prise en charge du client dans le plaisir, dans le bien-être, dans le côté global. Donc c'est pour dire que vous avez des jeunes qui sont dans un métier et la thalassothérapie n'est pas que médicale. On a l'esthétique, on a plein de corps, mais que nous, les hôteliers, on est aussi passionnés de notre client pour l'emmener jusqu'au bout. Et pour un rapport à la diététique et la gastronomie du bien-être ou la restauration du bien-être, vous avez le Ritz à Paris qui va ouvrir avec une section Delight, ce qu'on appelle Delight. Vous avez aussi des grands hôtels sur Paris qui ouvrent et qui mentionnent aussi cette restauration de bien-être. Donc la marque Sofitel a décidé depuis maintenant 2 ou 3 ans de mettre, notre restaurant s'appelle Delight, la gastronomie minceur. Donc ils ont imposé aux chefs de tous les Sofitel de mettre sur leur carte des plats diététiques, enfin, des plats minceurs. Donc pour cela, on a fait une formation à Quiberon qui dure 1 semaine. Et pour l'instant, nous avons formé 58 chefs, un peu partout dans le monde. Hein. Ça va des États-Unis, en passant par l'île Maurice, Marrakech, Dubaï, etc. Ouais. Et je crois que c'est important. Et on se rend compte que la cuisine, c'est vrai que c'est bon avec du beurre, avec de la crème, mais c'est au fil des ans qu'on se rend compte, en vieillissant, quand on va faire sa prise de sang, on se rend compte que toutes ces matières grasses, c'était pas vraiment nécessaire, parce que ça nous apportait du cholestérol, ça nous apportait des problèmes de santé. Mais on pourrait parler de beurre cuit et beurre non cuit. Tout à fait. Bon, en Bretagne, quand même, on va leur laisser le beurre salé. Un petit peu. Mais pas cuit. Peut-être parce que le beurre cuit, c'est nocif. Il y avait une autre question, oui. Oui, question et réflexion en même temps. Nous, à Saint-Bonnet, on avait mis en place, ça a déjà plus d'une dizaine d'années, des stages diététiques. Heureusement, on avait rajouté diététique gourmande. On a eu beaucoup de peine à les vendre, en fait, ces stages. Alors, je suis d'accord avec votre description du mot diététique, mais il reste encore privation, il reste encore compliqué dans la tête. Tiens, on est parti pour un passage régime un peu. Alors, moi, j'ai eu la chance d'aller chez vous, où j'ai beaucoup apprécié avec mon épouse la semaine qu'on a pu passer, et surtout apprécier la cuisine. C'était des moments fabuleux. Moi, il y a une chose qui, en même temps, une réflexion, c'est que en 1 semaine, on peut créer de la déception aussi, dans ce genre, disant, vous allez faire une cure minceur. Et il est évident, et je sais que vous le faites, bien entendu, vous n'allez pas faire croire aux gens qu'en 1 semaine, on va perdre des kilos. Je crois que ce qui est important, et vous le savez mieux que moi, je vous fonce des portes ouvertes, bien entendu, c'est de donner les clés d'une bonne alimentation. Ces semaines sont importantes pour donner... vous savez, on est inondé en ce moment de magazines qui parlent d'alimentation, d'équilibre alimentaire. Et il y a tout. Il y a même des choses qui peuvent être erronées aussi. Et monsieur et madame tout le monde est perdu un peu dans ces régimes, dans il faut pas, il faut si. Et nous, on le voit autour de la table d'ailleurs, quand on parle, quand les clients parlent, tiens, il faut manger ça mais le matin, et ça, par contre, ça, il faut le manger le soir. Non, mais moi, je fais pas pareil, moi, j'ai le régime. On est un petit peu perdu. Et je crois que ce qui est important, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est passé aussi au niveau de la formation. Il est presque dommage d'avoir des formations complémentaires de cuisine allégée. Je pense que dès le départ, dans la formation cuisine, il faudrait que ces bases de connaissances simples de ce qu'est une alimentation équilibrée soient comprises, soient apprises à l'école quand on devient cuisinier, tout simplement. Alors pour en revenir on ne va pas dire aux patients, mais aux clients qui viennent chez nous, ce qui est peut-être intéressant, c'est de leur donner des clés simples de ce que peut être une bonne alimentation. Ça les rassure en même temps. Nous, les stages maintenant que nous faisons au niveau de la cuisine, on les appelle cuisine bien-être, ça passe par la connaissance des produits avant d'être de la technique. Et on évite le fait de dire il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, parce que les matières grasses, on sait très bien qu'on en a besoin. Les sucres, peut-être un peu moins, mais les glucides, nous en avons besoin. Et dès qu'un client passe chez nous dans ces stages, comprenne ce qu'est un index glycémique, que c'est une matière grasse, celles qu'il faut qu'elle soit plus ou moins équilibrée, en quelques jours, ils le comprennent très bien. Voilà, je pense qu'il faut être simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est plus une question que... Dites-nous. Oui, on fait comprendre qu'une tomate, elle est bonne
Oui, ça c'est au niveau des qualités organoleptiques. Et là, du coup, de... ils prennent plaisir à cuisiner et à se nourrir. Et on rejoint ce que vous dites. Après, ils accepteront de se priver, entre guillemets, de certaines choses parce qu'ils vont découvrir un produit qui a plus de goût à un moment ou à un autre. Et effectivement, je pense que dans les écoles, on ne leur apprend pas tellement ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, chef? Alors, il y a des choses très intéressantes dans ce que vous venez de dire. Alors déjà, le fait d'intégrer la cuisine allégée dans les cursus scolaires, je pense que, en effet, c'est indispensable. Je vois en interne, avec Pontivy, bonjour monsieur, on forme tous les ans la quasi-totalité de notre brigade de cuisine. Bon, on travaille dans un secteur, on a un turnover de personnel important, il ne faut pas se le cacher. Donc on est obligé de... Donc on a des personnes, des cuisiniers qui viennent de cursus classiques. Et donc nous, derrière, on est obligé tous les ans de reformer, je dirais 70% de la brigade de cuisine à la cuisine allégée, avec Pontivy et Monsieur Gall. Ce que je voulais rajouter en revenant sur la question, c'est que je pense que, enfin moi, pour ma part, je n'ai pas la prétention d'être diététicien. Chacun son métier. Moi, je suis cuisinier, j'ai une formation de cuisinier. Bon, j'ai choisi la voie de la cuisine diététique, mais je pense que la diététicienne, l'équipe de diététiciennes a beaucoup d'importance. C'est elles qui vont vous dire ou qui vont expliquer aux clients ce que tel ou tel produit vous apporte. Par exemple, tel ou tel poisson vous apporte des oméga 3, il faut en manger peut-être une fois par semaine. Vous voyez, chacun, il y a des professionnels dans ce métier et je ne peux pas déroger. C'est-à-dire que la diététicienne n'aura pas faire la cuisine et moi je ne ferai pas le diététicien. Vous voyez, c'est deux métiers par contre complémentaires. Sans ça, on ne peut pas mettre de régime en place. Alors une question qui vous arrive de la région bordelaise. Lyonnaise, pardon. Bonjour, Yannick Lugnon, donc du lycée Jeanne de France à Lyon. Bien, nous n'avons pas la mer, donc pas de thalasso. En revanche, il y a des spas, là, à Lyon. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous intervenez donc au niveau du corps et de l'esprit, hein, c'est ce que vous nous avez indiqué au départ. Je voulais avoir des précisions sur les qualifications professionnelles du personnel qui intervient justement directement auprès de votre clientèle. Nous avons notamment des bacs pro accompagnement, soins et services à la personne, bac pro ASSP. Est-ce que ce sont, même si ce n'est pas la finalité de la formation de ces élèves, est-ce que elle pourrait éventuellement envisager d'intégrer ou d'être recrutée par vos structures? Madame Blanchard? Ou comme vous voulez. Au niveau formation, effectivement, aujourd'hui c'est un peu compliqué pour la thalassothérapie, puisque maintenant il y a effectivement 3 écoles qui forment aux hydrothérapeutes, ce qu'on appelle balnéothérapeutes également. Par contre, par rapport à la question claire que vous posez, oui. Et ça sera par rapport, je dirais, au profil de la personne. C'est-à-dire que lorsque on recrute, et j'y participe, et on a un recrutement assez sévère par rapport à la personne. Parce que toucher un corps, tout le monde ne peut pas le faire. Comme tout le monde ne peut pas faire de la cuisine, il faut avoir un sens dédié à l'autre, mais aussi pouvoir être en présence avec la nudité, avec une personne qui est nue et toucher un corps. Toucher un corps, c'est pas anodin. Donc c'est vraiment voir la personne, même des personnes qui n'ont pas de background, qu'on va former, qu'on va diplômer, c'est vraiment ce sens à l'autre qu'on va vraiment chercher à savoir ce qu'a la personne. Donc quand vous parlez effectivement des personnes qui sont dirigées par le soin et autres, oui, et dans ce cas-là, on forme au métier, donc parce qu'ils ne sont pas formés au métier d'hydrothérapeute et autres, et on forme. On a un cursus de 3 semaines de formation, c'est-à-dire toute personne qui intègre aura un cursus d'intégration de formation sur site avec nos protocoles, et j'ai 2 formatrices à l'année et en continu. La formation, pour l'esthétique, c'est 2 mois quand elles arrivent, l'accueil 1 mois et 3 semaines pour une hydrothérapeute. Parce qu'il y a aussi prendre en charge le corps, les bobos, une personne qui se déshabille peut perdre une identité et devenir agressif. Il y a plein de choses qui se passent. Donc il y a beaucoup de choses à former et à protéger ces personnes.
Donc oui, une personne qui a vraiment ce profil sera formée et sera recrutée. Bien écoutez, nous, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a une thalassothérapie spa un petit peu particulière. Et nous, on va axer essentiellement sur des formations d'esthéticiennes pour les raisons que vous venez d'évoquer. C'est par rapport aux soins du corps. C'est-à-dire que toucher un corps, ressentir un corps, c'est particulier. Et autant on peut former, je ne vais pas dire assez facilement, mais un parcours de formation assez rapide pour une thalassothérapeute, sur des soins de thalasso à proprement parler. Les soins du corps, c'est vraiment différent et il faut vraiment avoir l'habitude de sentir le corps, la réaction, quel type de produit adapté au corps, c'est très particulier. Alors nous, on fait bien entendu de la formation en interne, on a notre propre école de formation, mais avant tout, on va aller chercher des étudiants qui viennent avant tout de l'esthétique. Comme je disais, c'est compliqué par rapport effectivement les métiers, les syndicats de l'esthétique, les syndicats également au niveau kiné. Chacun veut protéger et dire vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et si vous n'êtes pas diplômé, attention, je veux dire, on a des praticiens bien-être. Il y a Fougères, une école qui délivre effectivement praticiens bien-être avec, je crois, c'est la chambre de commerce. Oui, tout à fait. C'est ça. Voilà. Demain, est-ce que ces gens vont vraiment pouvoir pratiquer ou pas? On ne sait pas, parce que c'est pas un diplôme national. C'est un diplôme reconnu autre. Et c'est là toute notre complicité à nous, parce que les gens peuvent avoir la valeur, mais après, c'est la problématique que chacun se bagarre un territoire. Par exemple, je prends quelque chose de tout simple. L'LPG, c'est une main mécanique qui fait un palpé roulé. Eh bien, il y a un protocole kiné et il y a un protocole esthéticienne. Si vous avez et les machines sont bloquées, mais voilà, les kinés peuvent pratiquer un protocole que les esthéticiens ne vont pas avoir le droit. Et si vous avez une manière de le pratiquer, qu'il y a un contrôle et autres, vous pouvez vraiment être attaqué par rapport au protocole que vous allez faire et autres. Donc c'est les limites sont très touchy, il faut le savoir. Et c'est là qu'aujourd'hui, par rapport, il y a le CQP qui a été longtemps, on a souhaité justement s'occuper pour protéger nos hydrothérapeutes. Comme je dis, c'est un métier qui a 50 ans. Moi, j'ai des personnes qui ont 30 ans. Elles ont été formées, je suis désolée, sur le tas. Aujourd'hui, le CQP, on voudrait le mettre en place, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui qui est très onéreux et qui dure un cursus, alors que ces gens ont 20 ans de métier. On a des kinés, donc on fait des formations effectivement sur le corps et autres. On leur donne un certain nombre de choses, mais on reste encore... voilà, on est très sensible à ce niveau-là. Mais à côté de ça, je pense aussi qu'on s'en rend compte, vous avez des esthéticiennes qui peuvent être des esthéticiennes d'institut et qui sont de très mauvaises esthéticiennes de spa, parce qu'il faut attendre, il faut être au service du client, et dans un institut en ville, vous faites un soin, vous ouvrez le rideau, vous fermez le rideau, et elles ne pourront jamais basculer dans l'esthétique de spa, et à plus forte raison thalasso, donc il n'y a pas trop de règles, et je pense que le savoir-être par rapport à la question que vous posez est hyper importante. Après, il y a la formation, l'envie de donner, l'altruisme qui va faire la différence pour avoir, à plus forte raison, quand on va être dans des suites personnalisées avec 2 heures avec la même personne qui effectivement va être sous une douche, qu'on va masser, qu'on va habiller, qu'on va déshabiller, dont on va gommer la peau et tout. Donc la formation est importante, mais nos métiers sont vraiment un métier de don et de partage, dans la limite des choses acceptables, évidemment. Ça, c'est un autre volet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Mais l'étiquette ne fait pas l'homme ou ne fait pas la femme, donc pourquoi pas? Mais je suis tout à fait d'accord que c'est à nous, notre métier, de faire la sélection, l'entretien, et de vraiment dire vous êtes faite pour ou pas. Et ça, à la limite, on ne le sait pas. C'est pas votre diplôme qui va nous dire si elle est capable de rentrer dans une de nos structures ou pas. On peut prendre une dernière question, Véronique? Oui. On nous arrive de la Sarthe. Oui, de la Sarthe, Madame Véronique Calas, donc chef d'établissement, lycée des métiers, CFA, CFP Sainte-Catherine. Je suis heureuse de vous entendre parce que voilà maintenant 3 ans que je demande l'ouverture d'un bac pro esthétique spécialisé pour vous. J'avais écouté une émission un soir toujours très tard, très intéressante, sur justement cette notion de bien-être, de service.
Et donc, nous sommes lycée des métiers, hôtellerie-restauration, boulangerie-pâtisserie, commerce-vente, et je travaille avec une collègue sanitaire et sociale. Et l'ouverture que nous souhaitions, c'est permettre à des jeunes d'avoir des modules de bien-être, de service à la personne pour répondre à toutes vos attentes, et en même temps un module un petit peu commercial pour savoir conseiller un produit, vendre un produit, puisque vous disiez aussi lors de ces émissions, ce n'était pas vous en tant que personne, que bien c'est vrai qu'il y avait des produits aussi à vendre, à conseiller. Depuis 3 ans, le rectorat me répond la branche n'en a pas besoin. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer une branche professionnelle, mais qui est exclusivement, je dirais, de l'hôtellerie-restauration courante. Et donc nous n'avons pas le soutien. Alors maintenant vous êtes ici, j'en profite. Si vous pouvez m'apporter votre soutien, eh bien je serai très heureuse. Merci. Elle a profité pour passer son message. Très bien. C'est aussi le but de ces congrès. Mais on sera ravis effectivement aussi d'expliquer nos manques et effectivement les différences entre l'esthétique, notre service et quelquefois qu'une formation hôtelière avec une formation esthétique, on aura des gens qui seront performants chez nous. Après, la personnalité l'emporte aussi très souvent. Mais la complémentarité de ce que vous apprenez dans vos écoles avec la notion de service, la formation technique esthéticienne pourrait arriver à avoir des gens qui seraient, alors le mot est très vilain, employables pour notre bien-être, le bien-être du client et l'épanouissement de nos jeunes. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc maintenant, je voudrais... Je pense que pour moi, la conclusion de cette première partie, c'est que tourisme et bien-être, on en est arrivé à la notion de tourisme de bien-être. Et que nos établissements sont là pour une dynamique de territoire et créer du bien-être dans un séjour, dans nos maisons, pour surtout donner envie de revenir et fidéliser et développer nos entreprises. Donc on est vraiment dans du tourisme de bien-être et on n'oppose pas et on est vraiment avec un mix des deux formations. Là, j'ai le plaisir de vous présenter M. Bosset, qui est donc en charge de la restauration au sein du voyage à Nantes. Je vais lui dire, pour ceux qui ne sont pas de la région, il va expliquer ce que c'est que le voyage à Nantes. Ce que je trouve très intéressant dans sa présence aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans la mise en avant et quasiment l'aboutissement, même si je vous fais confiance pour changer tous les 3 mois, d'une nouvelle offre touristique qui fait un pont entre le culturel et le culinaire. Donc on rejoint un petit peu les préoccupations du culinaire à travers la Thalasso, et là on va trouver le culinaire autrement. On a aussi, pas abordé à travers le bien-être pur, à travers nos maisons, la notion que le bien-être passe aussi aujourd'hui par la connaissance. Et dans la démarche de M. Bosset, on est dans la connaissance du produit. Lui, il ne va pas nous parler de recettes, il va nous parler de cuisine de marché, de valorisation du produit brut et de son, j'allais dire, papa, porteur, cultivateur, toute cette relation très étroite avec le produit. On est vraiment là dans une vraie notion de plaisir. La cuisine, l'approche du produit doit être vraiment une notion de plaisir. Et là, on retrouve encore un bien-être global, sans pour cela passer par la main de nos esthéticiennes, mais on est vraiment aussi dans une approche de bien-être global. C'est pour ça que je trouve que le parallèle est très important. Sa différence par rapport à nos maisons qui sont pérennes, et j'espère encore pour des années et des années, là, on va être plutôt dans l'événementiel. C'est-à-dire qu'on va créer le plaisir à un moment donné, dans un moment donné, on va créer la surprise, on va créer l'étonnement, et on est vraiment dans autre chose qui correspond peut-être aussi au rajeunissement de nos clientèles qui ont besoin d'être étonnés, d'être bousculés, alors qu'autrefois on s'installait, on réservait 6 semaines à l'avance, en partant le mois de juillet, on réservait pour le mois d'après. Là on n'est plus ça, on a besoin d'être surpris, d'être amené dans des endroits pas possibles. Donc on est vraiment dans cette notion-là. Et donc il va vous parler du festival des goûts uniques, des dîners secrets. Il va parler aussi, et je pense que dans nos maisons, on va y aller de plus en plus, les tables d'hôtes, les tables de partage,
On est loin de l'égoïsme, on est vraiment dans autre chose. Donc je vous laisse la parole pour raconter votre histoire. Très bien, merci, bonjour à tous. Donc effectivement, pour resituer un petit peu, peut-être pour les gens qui ne sont pas de la région, et même pour certains également, le voyage à Nantes, c'est une structure assez atypique dans le monde du tourisme, puisqu'elle est issue en fait d'une démarche de la collectivité nantaise pour regrouper toutes les grandes institutions culturelles et touristiques du territoire de Nantes Métropole. Donc j'ai pas remis l'image là, mais en gros c'est une structure qui regroupe le Château des Ducs de Bretagne, les machines, avec ce que beaucoup connaissent au travers d'un éléphant assez surprenant qui se balade sur l'île de Nantes, une biennale d'art contemporain estuaire qui passe jusqu'ici à Saint-Nazaire, qui relie Nantes à Saint-Nazaire, et puis l'office de tourisme. Donc ces 4 structures ont fusionné pour créer le voyage à Nantes et développer une offre, la valorisation de Nantes comme une destination touristique mais très axée sur le culturel. Et donc moi mon rôle c'est justement d'accompagner cette démarche en raccrochant la dynamique culinaire, le monde culinaire, sachant qu'évidemment une destination touristique particulièrement en France se doit d'avoir effectivement un écho sur le culinaire, qu'est-ce qu'on va y manger, quelle est l'identité gastronomique. Et c'est cette question de l'identité culinaire nantaise qui s'est posée au début. Le voyage à Nantes, c'est une structure très jeune. Elle a été créée en 2011, donc là, ça fait 4 ans, 4 ans et demi. Et effectivement, la différence de Saint-Bonnet-le-Froid, effectivement, là, il y a une notoriété, mais qui se fait par un grand chef. C'est vrai qu'à Nantes, on a des très bons chefs, évidemment, mais sans doute pas d'une notoriété aussi forte. De la même façon, hormis le beurre blanc, on a peu de recettes assez emblématiques et qui ont une forte notoriété. Et puis, ce qui peut donner aussi une forte notoriété à un territoire, c'est son vignoble. Le muscadet est excellent, mais là aussi, on n'est sans doute pas au niveau de notoriété du Bordelais, de la Bourgogne, par exemple. Et donc nous, on s'est interrogé sur cette identité, et finalement, ce qu'on a perçu, et vous l'évoquiez également, c'est cette richesse du produit brut, à la fois du produit agricole, mais aussi du produit qui vient de l'océan. On a à peu près tous les produits sur place, hormis les agrumes et l'huile d'olive. Bon, ça viendra peut-être effectivement un jour, mais on n'est pas pressé. Donc de la diversité, mais aussi de la qualité. Sur l'agriculture biologique, sur les signes officiels de qualité. C'est une région où vraiment, on a vraiment beaucoup de belles matières. Et donc on a décidé de travailler autour de cette idée-là, d'autant plus que ça rejoint une problématique sociétale, je pense, qui est de reconnecter le consommateur, le public en général, avec ce qu'on appelle nous, la matière agricole brute. Donc valoriser la matière première agricole, c'est déjà un axe pour nous de travail, et c'est peut-être aussi ce qui va rejoindre un peu vos problématiques. Alors après, pour rentrer dans le concret, faire suite à ce que disait Madame Gréjon, donc rapidement, voilà quelques outils qu'on a mis en place, un petit guide l'étape de Nantes qui sort tous les ans, qui recense donc les établissements de Nantes Métropole, les restaurants Nantes Métropole et dans le vignoble qui travaillent à partir de produits frais et locaux. Alors, petite parenthèse que je trouve intéressante dans ce guide par rapport à d'autres guides de territoire, c'est qu'on n'a pas un classement par, alors j'allais dire par les étoiles, ou parce que c'est un bistrot, ou parce que c'est tout le monde ensemble qui valorise son territoire sur un produit. Donc je trouve ça beaucoup plus transversal et plus valorisant. Chacun peut s'épanouir à son niveau et être valorisé par ce guide, et on ne segmente pas par rapport au classement de l'hôtel, de la maison. Et ça, je trouve ça très intéressant par rapport à ce qui se passe dans beaucoup d'autres territoires. Oui, c'est vrai que par rapport à ça, on a une approche, je pense, assez ouverte de la notion de cuisine et de la notion de plaisir aussi.
considérant qu'on peut avoir autant de plaisir, parce que le moment s'y prête, à avoir une bonne galette complète à un moment, ou effectivement d'avoir un repas gastronomique dans un restaurant étoilé, ou d'un bon bistrot qui travaille très bien. Donc c'est là où on a considéré qu'effectivement, il n'était sans doute pas judicieux de créer une hiérarchie, et puis parce qu'on est aussi dans une logique de territoire, et donc d'emmener le maximum d'acteurs sur une dynamique vertueuse comme je disais, de travailler des produits de qualité et de remplir un vrai service pour les Nantais et les visiteurs. Et voilà, une petite parenthèse aussi par rapport à cette sélection. Ce qui fait que c'est un modèle assez unique également, c'est qu'il n'y a pas du tout de publicité dans ce guide. C'est uniquement porté par la mission de service public de tourisme, la délégation de service public tourisme. Et donc c'est une sélection qui se fait à partir d'un jury de 20 personnes bénévoles, qui sont des amateurs de cuisine mais qui ne sont pas des professionnels, que j'anime, et qui visitent les restaurants de façon anonyme, et avec une grille de lecture, on sélectionne les restaurants. Voilà. Donc on a vraiment une approche assez autonome, mais très portée avec une vraie attention à la qualité, et je dirais alléger effectivement des questions financières pour faire notre sélection, ce qui lui donne sans doute encore plus de force. On le tire à 45 000 exemplaires, ça part comme des petits pains, il y a 300 000 visites sur le site internet, c'est un outil très développé sur Nantes. Et puis ensuite, effectivement, on passe pour accompagner cette démarche par de l'événementiel, parce qu'effectivement, moi je viens du milieu culturel auparavant, donc c'est vrai qu'on a transposé pas mal de savoir-faire dans le monde culturel sur le champ gastronomique. Donc le Festival des Goûts Uniques, je vous en montrerai quelques exemples tout à l'heure. Et puis un restaurant éphémère également, qu'on appelle la cantine du voyage, on parlait de cantine tout à l'heure. Voilà, là on est sur un équipement très grand public, 300 couverts, voilà, sur une formule unique qui fonctionne très bien, avec juste une salade de saison, un poulet fermier rôti, des pommes de terre, une boisson pour 10 € le midi, 13 € le soir. Et voilà, ça c'est plutôt de l'accompagnement de la visite nantaise, mais avec un lieu assez symbolique qui rapproche de notre problématique, c'est-à-dire aussi travailler avec des artistes, des designers, et c'est aussi ce qui fait la richesse du lieu, en plus de cette formule très simple, et qui permet à tout un public de venir. Là on fait, on donnait suivant les années, entre 75 et 100 000 couverts en 4 mois sur cette cantine. Ensuite, donc effectivement, on peut peut-être avancer sur le diaporama, si vous voulez bien. Ouais. Voilà, donc la partie événementielle, je vous parlais du rapport au produit. Donc là, c'est dans le cadre d'un festival qui s'appelait les Goûts Uniques. On a décidé, on a eu l'envie d'emmener le public au cœur du produit, en se disant qu'effectivement, manger une huître sur un rocher face à la mer ou un champignon dans la forêt, c'est sans doute un prolongement de l'expérience, du ressenti qui est assez fort. Voilà, donc là c'était une tablée unique qu'on avait faite sur une crique à Noirmoutier. Donc c'est le public, c'est du tout public, c'est ouvert à tous, c'est une billetterie comme un spectacle. Et puis évidemment, autour de cette grande tablée, on décline les produits de la mer avec 2 grands chefs à chaque fois. Et voilà, histoire d'avoir une valorisation, je dirais un peu spectaculaire du produit local, brut. Et puis, comme on l'évoquait aussi, cette idée de grande tablée, parce que voilà, c'est quelque chose qui, nous, au-delà je dirais, ce qu'on a dans l'assiette, c'est aussi l'acte social qui nous intéresse, le partage, la rencontre, le partage de nourriture, mais c'est aussi le partage de connaissances, le partage d'émotions. Voilà, c'est aussi ça qu'on essaye de créer au travers de ces événements. Voilà, on peut peut-être avancer, montrer d'autres exemples. Donc là, on est dans une autre formule qu'on appelle les dîners secrets. Alors pour ceux qui connaissent Nantes, on est au passage Pommeraye. Donc là, le principe, pareil, une grande tablée, 200 couverts,
Le côté secret, c'est que le public prend sa place en amont, connaît la programmation des deux chefs, là en l'occurrence Alexandre Couillon et David Toutain, et par contre ne connaît pas le lieu où ça va se dérouler. Et à chaque fois, on essaie de trouver des lieux un peu surprenants dans la ville pour faire redécouvrir la ville aux habitants ou aux visiteurs au travers de lieux qui ne sont évidemment pas des restaurants initialement. Petite question, est-ce que les participants n'étaient que nantais ou vous avez eu des gens qui sont venus de Paris ou d'une autre ville Alors, la notoriété aidant, voilà, plus ça va, plus effectivement on a une clientèle qui est de moins en moins nantaise, locale. C'est l'idée, même si on pourra en parler en termes de valorisation du territoire. Ce qu'on cherche, c'est pas tant à toucher les 200 personnes qui sont là, parce que finalement c'est assez peu, même si évidemment elles sont très choyées, mais c'est aussi que ces images circulent et montrent une forme de dynamisme, qu'effectivement à Nantes, la cuisine se vit voilà, peut-être un peu différemment, peut-être de façon surprenante, et justement avec une approche qui est, me semble-t-il, à l'image de ce qu'on va pouvoir proposer aux visiteurs par ailleurs. Voilà, donc la cuisine et mon travail vient au service de tout ce dispositif, ce discours. Donc voilà, on peut avancer. Voilà, le passage Pommeraye, comme vous voyez, qui d'un coup se transforme en grande tablée, sachant que pour revenir aussi sur l'idée de la valorisation des produits bruts, on associe un produit pour l'entrée, un pour le plat, un pour le dessert, et à chacun des chefs de l'interpréter à sa manière. Et donc on a comme ça un petit ping-pong culinaire entre les chefs, ce qui permet au public de voir comment des produits non nobles, généralement on essaie d'emmener les gens justement sur des choses qui peuvent être dévalorisantes à leurs yeux, et de montrer comment un bulot bien travaillé peut être magnifique, voilà, tout un tas de légumes. Voilà. Là, on continue. Cette fois-ci, on est sur la terrasse de l'école d'architecture de Nantes, dans une belle soirée d'été. Voilà, autour d'une œuvre, vous voyez sur la droite, là, le Ben à Baule, et puis au fond, la Tour Bretagne. On peut avancer aussi à nouveau. On va voir en version quelques heures plus tard. Hein, donc c'est en soirée. Ça dure à peu près 2h30. Là, on peut continuer avec d'autres exemples. Cette fois-ci, alors, je vous parlais du vignoble, hein, on cherche aussi à valoriser notre vignoble qui souffre d'une image qui est maintenant à revoir, je pense, parce que le muscadet produit de très belles choses. Et donc là aussi, on a proposé au public de partir au cœur du vignoble. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la butte de la Roche. Voilà, un site qui domine le vignoble et puis des marais tout autour. Et puis on a dans le prolongement une vue sur Nantes. Et voilà, toujours cette idée de 3 produits déclinés, sauf que là, on était parti des vins, de 3 vins. Et puis évidemment, chaque chef créait un plat en accord avec ses vins. Donc, à chaque fois, c'est des chefs différents. D'ailleurs, sur ce dîner-là, on avait invité votre voisin, Hervé Bourdon, avec Éric Guérin. Voilà. Donc, non, on fait tourner les chefs. On associe toujours un chef local au niveau de la région, on va dire, et puis un chef qui va venir d'un peu plus loin, là aussi, pour croiser les regards sur des produits locaux. Voilà, un peu plus loin. Et puis, un autre exemple dont je voulais vous parler aussi, qui est ce qu'on appelle la table unique. Donc là, on est dans la cour du château des Ducs de Bretagne, avec une scénographie pensée par Patrick Bouchin, qui est un architecte assez connu et dans le milieu de la restauration. C'est lui qui a refait le restaurant d'Alexandre Gauthier, la Grenouillère, à la Madeleine sous Montreuil, et qui travaille actuellement sur la nouvelle maison Trois Gros. Et donc on a pensé ensemble cette scénographie, donc cette fois-ci pour 1000 personnes, autour de un concept qu'on a appelé la table unique. Là, le principe, on est aussi dans cette idée que le visiteur, la personne, peut aussi participer. Et que la notion de cuisine, à mon sens, peut aussi être quelque chose où chacun met un peu la main à la pâte. C'est ce qu'on voulait au travers de cette tablée. Donc ce qu'on a proposé,
c'est que le public ramène l'entrée, une entrée à partager. Et ce qui fait que quand le public arrive, ce qui correspond à peu près à cette image, les tables sont dressées, il y a les couverts, les assiettes, le pain, l'eau, le vin, tout est en place et on n'attend plus que l'entrée. Et voilà, elle est emmenée par le public. Et comme là aussi, on reprend cette idée de grande tablée qui fait que les gens se rencontrent tout de suite, échangent les plats, mais je le disais aussi tout à l'heure, échangent des recettes, des connaissances, des expériences. Il y a des gens qui m'ont expliqué ensuite qui s'étaient rencontrés et qui ensuite partaient faire découvrir des tables ensemble, des tables étoilées dans la région, parce que c'était trouver des affinités. Mais on voyait les plats qui circulaient de table en table. Voilà. Et ensuite, vous voyez au centre, on peut le voir à l'image suivante, d'ailleurs encore un peu mieux. Au centre, donc, on avait fait une sorte de grande cuisine, et avec une sorte de tipi totem, qui, vous voyez là, qui fait un peu lanterne, devenait un écran géant à un moment donné. Et on avait invité Alain Passard pour nous parler de la cuisine légumière. Et là aussi, on est dans une approche un peu comment dirais, non accessible, enfin plutôt accessible de la cuisine, montrer qu'un produit simple peut être merveilleusement révélé par un grand cuisinier. Et donc là, voilà, on voulait avoir cette approche d'Alain Passard, et donc il nous a expliqué son approche de la cuisine légumière, qui était donc en live, où il nous a fait sa jardinière Arlequin en aigre-doux. C'était retransmis sur les écrans et sa parole également. 2 ans auparavant, on avait eu Michel Troisgros avec une simple pomme de terre, pareil, qui nous a fait un moment merveilleux, très poétique, avec une simple pomme de terre. C'était vraiment magique, mais parce qu'on l'écoutait sur son rapport au produit. Et quand on a des grands chefs comme ça qui nous en parlent, généralement, l'émotion est là. Voilà. Voilà un petit peu le champ de ce qu'on peut faire. Il y en a plein d'autres, vous pourrez regarder sur Internet si ça vous intéresse. Mais alors d'autres ont déjà employé l'expression, mais je crois que là on a vu le champ des possibles de nos métiers. Toujours mon côté formateur. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire des demandes de cuisiniers. Des expériences comme ça peut peut-être demander à nos jeunes, donner envie d'être serveurs parce qu'acteurs, alors qu'on les porte souvent comme étant des jeunes qui sont des simples porteurs de plats. Donc je pense que c'est quand même là aussi une ouverture très large sur l'évolution de nos métiers et la formation des serveurs. Est-ce que vous avez des questions pour M. Bosset ? Monsieur Marco. Oui, Monsieur Marco. Excusez-moi de prendre la parole une deuxième fois, simplement vous dire tout notre optimisme par rapport à ce que vous faites, parce qu'on en a parlé hier, bien entendu. Moi, ce que je retiens, c'est le fait de passer à table. Je crois que c'est ça qui est certainement le plus intéressant, parce que vous avez parlé d'échange, vous avez parlé du fait de se rencontrer au moment de ces repas, autour d'un thème ou dans un lieu insolite. Et puis la table unique, c'est le partage, c'est ce lien social. Et je pense que ça, c'est vraiment à encourager, bien entendu. Quoi. Ouais, bravo, tout simplement. Merci, effectivement. Je pense que la table, la cuisine, on peut déjà dire beaucoup de choses avec ça, mais c'est aussi porteur de beaucoup d'autres choses tout autour. Et c'est aussi ça qu'on peut encourager. La cuisine, la table, c'est aussi un moyen d'aller au-delà. Alors je vais me permettre de conclure un petit peu, à moins qu'il y ait une autre question. Alors je pense qu'on a fait un bon tour ce matin de ce que peut être le tourisme de bien-être à travers l'expérience globale de la Thalasso et du spa, même s'il y en a une qui est vouée à être prolongée dans le temps et le spa qui est une expérience un petit peu plus courte et un peu plus immédiate. Je pense qu'elle ne sera profitable pour nos clients et pour nos maisons que si elle est vraiment authentique, si elle est accompagnée d'un service de toute qualité, donc on revient toujours à la formation, mais aussi qu'elle est éthique. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que dans la maison de Kogatbi, on est un peu atteint par le développement durable. Donc tout ça, il faut savoir que ça peut passer par des bonnes pratiques, mais pas forcément par le luxe,
que ce sont des industries qui utilisent l'eau, mais qu'elle peut être justement économisée ou en tout cas utilisée dans ses justes quantités et non pas simplement en profusion. Voilà, et c'est de plus en plus que les installations sont de plus en plus faites pour justement donner le plaisir, mais pas plus. Donc je pense qu'il y a vraiment une dimension développement durable dans nos pratiques et aussi dans nos destinations, que demain, toute entreprise qui n'aura pas une démarche durable ne sera pas viable, et économiquement viable, et psychologiquement viable, et éthiquement viable. Après, nous avons vu à travers l'expérience de Nantes que le champ des possibles est énorme, qu'il faut qu'on réinvente nos métiers pour nos clients, pour nous-mêmes et pour les jeunes, parce qu'il faut qu'on leur donne envie de rester avec nous, de venir dans vos maisons et demain d'exercer des métiers qui les épanouissent. Et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui de donner un petit peu de vision sur demain dans ce contexte un peu compliqué. Donc voyageons ensemble, recevons ensemble et travaillons pour les années qui viennent dans des métiers où nous allons avoir à accueillir de plus en plus de gens d'origine différentes dans tous les sens du terme, avec des attentes différentes, et à nous d'être prêts pour les accueillir et pour leur donner du plaisir dans une notion d'échange et de partage. Merci pour votre écoute.